Voilà, vous pouvez vous applaudir. Un nouvel équipement qui était très attendu. C'est officiel, le nouveau terrain synthétique à Bliesbruck est inauguré. La surface est homologuée pour pouvoir accueillir du football à 8 jusqu'en U13. On a attendu longtemps nos terrains synthétiques. On en a eu un, on a eu la joie d'avoir un autre terrain synthétique à Étain en octobre. Et là, c'est le deuxième qui vient compléter un peu nos installations. Et c'est très bien pour les jeunes. Ce terrain est ouvert à tous, mais est priorisé pour les entraînements des équipes de l'Alliance 2008, notamment les U17 et U13 masculins et les U18 féminines. L'Alliance regroupe 6 clubs, rassemblant 12 communes du secteur avec plus de 240 licenciés. L'AS Bliesbruck en fait partie. C'est un outil de travail qui est primordial dans notre secteur. Voilà, on a une influence climatique l'hiver qui restreint les entraînements. C'est quand même très compliqué de s'entraîner sur du terrain naturel, pelouse naturelle. On peut maintenant jouer toute l'année, s'entraîner toute l'année sans problème. Cet équipement aura coûté 456 000 € hors taxes. Plusieurs financeurs ont donné des subventions pour épauler ce projet de la commune de Bliesbruck. Un apport de 373 076 €, soit 81% du montant total. Un peu d'un an et demi après les crues du 17 mai 2024, ils étaient une vingtaine d'habitants venus chercher des informations. Ce mardi, une réunion publique a été organisée par la Casque au Centre culturel et sportif François Mitterrand à Sarralbe. Elle portait sur la digue de protection de Salzbronn qui avait menacé d'être submergée lors des importantes crues de l'année dernière. On a eu une demande formulée par l'ensemble des riverains de Salzbronn pour répondre à la problématique de l'inondation constatée à la Pentecôte 2024 et on s'était engagé au niveau de la communauté d'agglomération à répondre à l'ensemble des riverains une fois les études d'investigation menées par notre bureau d'études. Plusieurs études ont été menées sur la digue de protection, comme un levé topographique en juillet 2024 et des diagnostics en mai 2024 et février 2025. En 2019, des études géotechniques et un diagnostic hydraulique sur le danger de la digue avaient déjà été faites. Le problème principal est que la digue n'est pas étanche. Toutes ces explications et un moment d'échange ont permis de rassurer certains habitants présents. Franchement dit, ça me rassure d'un côté. Après, de l'autre côté, je pense que ça prendra énormément de temps, justement pour que ces intercommunalités se mettent d'accord et que les travaux tout le long de la vallée de la Sarre soient effectués. Parce que c'est vrai que pendant des années, rien n'a été fait. Et que maintenant on en tire les conséquences, quoi. Quelques projets sont déjà en cours, comme l'installation d'un poste de refoulement des eaux pluviales rue des Salines ou le développement d'un nouveau système d'alerte aux riverains. D'autres travaux sont à venir. Les travaux qui sont prévus sont certainement des travaux de confortement qui restent encore à définir par le bureau d'études parce que les études ont montré qu'il pouvait y avoir des zones de fragilité sur une partie de cette digue. Pour le moment, il n'est pas question de relever la hauteur de la digue. Alors bienvenue à notre poulailler mobile qui accueille aujourd'hui 170 poules pondeuses. Des poules voyageuses ou presque. À Villavald, cette ancienne bétaillère a été reconvertie en poulailler mobile. À l'intérieur, un perchoir a été aménagé, indispensable pour que chaque volatile prenne ses aises avant et après le départ de la troupe. En face se trouve le nichoir, l'endroit où les poules pondent leurs œufs. Un projet porté par Rebecca et ses poulettes ferme Gilles Juncker, une exploitation agricole familiale. Alors l'objectif de notre poulailler mobile, ça a été de dégager l'exploitation familiale, de faire de la place et surtout d'apporter à nos poules pondeuses une ration en herbe suffisante pour leurs besoins alimentaires. Pas besoin de graines, donc, pour nourrir les poules. Elles s'alimentent en herbes fraîches au fil de leur déplacement. Et ce ne serait pas le seul avantage d'un tel projet. Le fait que le poulailler mobile soit déplaçable, on a une meilleure maîtrise sanitaire. Donc la poule, elle renouvelle son habitat constamment et donc pas de contamination parasitaire. Cet investissement a permis aux couples d'agriculteurs d'obtenir l'agrément qualité Moselle. Il leur permet aujourd'hui de gagner en visibilité. Un vrai plus pour le développement de cette exploitation agricole familiale.
Notre poulailler est né au départ sur l'exploitation familiale que le grand-père a développée tout au long de sa vie. Avec nos enfants, on a pu découvrir les poussins, laisser les poules couver. Et c'est au fur et à mesure que l'envie d'avoir de nouvelles poules en plus grand nombre que l'idée de ce poulailler mobile est née. Oui. Voilà. Et puis on a construit ce poulailler avec des amis qui sont très proches. Et puis ça fonctionne. On vend nos œufs en extra frais, donc en moins de 9 jours. Des œufs récoltés puis vendus directement sur l'exploitation. Et par la suite, on souhaite développer à 1200 poules pondeuses. Les agriculteurs se sont également lancés un nouveau pari, développer une deuxième activité en circuit court avec cet élevage bovin, des races limousines élevées en exploitation biologique. Un nouveau défi donc à relever pour ce couple d'agriculteurs en quête d'un renouveau sur leurs terres. Et regarde Sandrine, j'ai gonflé tous les ballons pour les 20 ans de Mosaïque. Ah, trop cool. Bah, moi, je viens de finir juste d'emballer les cadeaux. J'attaque le gâteau et après, je pense qu'on sera prêt. Bah, écoute, je pense qu'on aura tout pour célébrer, hein. Ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il me manque quelque chose, non? J'ai l'impression que c'est pas assez, c'est quand même un gros événement, les 20 ans. Et si on faisait un jeu télé? Trop bonne idée! Et d'ailleurs, on a besoin de vous pour participer à cette édition exceptionnelle du quiz de chez nous spécial 20 ans de Mosaïque. Alors envoyez-nous dès maintenant votre candidature avec une petite vidéo pour vous présenter et nous dire pourquoi vous feriez le meilleur candidat pour ce jeu télé. Et cette année, on voit les choses en grand, on recherche 4 candidats car il y aura 2 manches qualificatives et une finale. Alors on vous attend pour célébrer dignement les 20 ans de votre chaîne de télé. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde! Pour demain, on retrouvera un ciel très chargé, mais quelques belles éclaircies parviendront à percer. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 15 à 17 degrés. Demain, nous fêtons les Venceslas et il fera de 5h25 à 19h18. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end! Vous regardez Mosaïque Cristal, vous avez l'habitude de voir le plateau à la télé. Venez découvrir l'envers du décor et rencontrer l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un journaliste, interviewer un invité ou être interviewé. Vous découvrirez aussi les coulisses de la réalisation d'un reportage. Vous pourrez vous mettre dans la peau du réalisateur et de l'équipe technique. Et vous saurez tout sur les drones. On vous invite dimanche 5 octobre de 10h à 18h pour des portes ouvertes immersives. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans.
Laissez-vous tenter au rayon boucherie d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Rôti Orloff ou chorizo, cordon bleu, paupiètes et papillotes. Découvrez nos délicieuses préparations faites maison. Grâce au savoir-faire de nos bouchers, elles sont fabriquées chaque jour sur place avec une viande d'origine française. Parce que bien manger commence par bien préparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Transfert de patients en urgence, centre de test Covid. Il y a 5 ans, la France et l'Allemagne s'unissaient pour affronter une crise sans précédent, le Covid. Aujourd'hui, la pandémie est derrière nous, mais une question demeure. Et si la coopération d'hier pouvait devenir la santé de demain dans notre région transfrontalière? Peut-on demain se faire soigner en Allemagne sans tracas, sans barrière linguistique aux factures salées? Pour y répondre, 4 invités se joindront à nous dans l'émission Polygone. Florence Guimin pour l'Eurodistrict Sarre-Moselle, Anne Brunet pour la Caisse primaire d'assurance maladie, Renaud De Freitas pour le pôle transfrontalier de cardiologie et Hervé Blachman, pharmacien. Rendez-vous le dimanche 28 septembre sur Mosaïque Cristal. Cette semaine, dans Au Plat, on prend un grand bol d'air frais du côté de Zétain. Balade en pleine nature, découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, secrets de tisane, cuisine et même cosmétiques naturels. Je pars à la rencontre de Marie-Claire Leborgne, naturopathe passionnée. Nous sillonnerons également le territoire à la recherche de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Une émission à ne pas manquer ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Écluse numéro 23 du canal de la Sarre, bienvenue à Zétain. Environ 900 habitants sont installés là, entre la Sarre et le chemin de fer. Zétain, comme beaucoup de villages alentours, est jumelé avec une commune charentaise, Jarry, qui a accueilli les Étaingeois lors de l'évacuation en 1939. Mais Zétain est aussi jumelé avec la commune de Tholey, en Sarre, qui a joué un rôle important dans l'histoire de Zétain depuis le Moyen-Âge. Zétain et son annexe d'Idin, sur l'autre rive de la Sarre, ont toujours été réunis. Appartenant à l'abbaye bénédictine de Tholey, leur histoire est commune. Je suis heureux de vous accueillir devant l'église de Zétain, cette église qui est un joyau de l'abbaye bénédictine de Tholey, merveille de l'art gothique allemand tardif et également monument classé au patrimoine historique depuis 1891. Quand on regarde cette église, on est tout d'abord frappé par son architecture. Vraiment une architecture assez disparate. L'église est constituée de 3 éléments. Et ces 3 éléments s'expliquent de par l'histoire de cette église. Tout d'abord, un clocher-tour qui date du XIIe siècle, qui a évidemment été remanié au cours des siècles, suivi d'une nef qui a été remaniée également au XVe siècle, et enfin d'un chœur qui a été construit par l'abbaye de Tholey en 1434. Donc vraiment une architecture très particulière,
parce que les moines de Tollet sont venus dès 1221 sur la localité de Zétain et ont commencé à transformer l'église initiale qui était constituée de cette tour, mais également d'une nef plus longue. Donc, ils ont coupé la nef en deux pour y mettre ce chœur majestueux. Ensuite, ils ont remanié la nef et on a aujourd'hui cette merveille d'architecture. Alors, outre l'église, l'extérieur de l'église qui abrite l'ancien cimetière présente également des choses intéressantes du point de vue du patrimoine historique. Tout d'abord, ces vieilles stèles qui sont accolées contre l'église et qui datent du XVIIIe pour les plus anciennes jusqu'au XIXe siècle, des vieilles stèles qui ont été placées ici suite à des travaux dans les années 60. Et ces stèles nous permettent de nous faire une idée de comment se présentait l'art funéraire au XVIIIe et au XIXe siècle. Sur les murs du chœur, on a la chance d'avoir des très belles consoles surmontées de dais qui datent du XVe siècle et où autrefois se trouvaient placées des statues dessus. Les moines bénédictins de Tollet ont construit ce chœur à partir de l'année 1434. On peut être aussi précis parce qu'en fait, cette date est gravée dans la pierre à l'extérieur du chœur, en vieil allemand, qui dit que, en l'an de grâce 1434, le chœur a été édifié. Du côté nord du chœur, on a une curiosité qui est gravée sur les murs. C'est en fait, vous avez des croquis, des fenêtres, donc l'ossature en pierre des fenêtres, ce qu'on appelle le remplage. Et en fait, pourquoi les architectes de l'époque, parce que c'est les architectes qui ont fait ça, ont gravé dans la pierre? C'est qu'au Moyen-Âge, on est au XVe siècle, le papier coûte cher. C'est d'ailleurs du parchemin, c'est du cuir animal, c'est très onéreux. Donc on n'en a pas sur tous les chantiers de construction. Donc qu'est-ce que faisaient les maîtres architectes? Leurs plans, tout simplement, ils les ciselaient dans la pierre. Donc maintenant, on va rentrer dans cette église par le clocher-tour. Alors on va rentrer du côté ouest, car c'est une église, comme beaucoup d'églises, qui est orientée. Donc on va rentrer du côté ouest pour se diriger vers le chœur, qui est du côté est. Est, c'est là où se lève le soleil, c'est là où apparaît la lumière, donc toute la symbolique liée à la lumière du Christ. Donc ici, on accède au clocher par ce magnifique escalier en fer forgé qui date du début du XXe siècle. Avant de rentrer dans la nef, on est accueilli par ce bénitier. Alors, on ne connaît pas sa date de fabrication, mais il est vraisemblablement très ancien. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce bénitier, c'est l'inscription qui est en latin « Asperge me hysopo et mundabor », ce qui veut dire « Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope, et je serai pur ». C'est toute la symbolique de la bénédiction avant qu'on rentre dans une église. Et cette phrase est issue d'une vieille chanson grégorienne. Nous voici maintenant dans la nef de l'église. La nef, c'est le lieu où se réunissent les fidèles pour assister à la messe. Dans une église, il ne faut jamais hésiter à lever les yeux, à regarder derrière soi. Derrière nous, au-dessus de la porte d'entrée de la nef, on a des sculptures en bois de tilleul qui datent de 1979 et qui représentent les 14 saints auxiliaires. Alors avant ces sculptures, qui sont de manufacture récente, il y avait de part et d'autre dans la nef des statues en plâtre de taille réelle, représentant également ces 14 saints auxiliaires. Alors pourquoi les 14 saints auxiliaires? C'est un pèlerinage qui existe à Zétain depuis 1650. Ces 14 saints auxiliaires, c'était autrefois le couteau suisse des gens vivant en milieu rural. C'est-à-dire quand vous souffriez d'un mal, il suffisait d'invoquer ces 14 saints auxiliaires et il y en avait toujours un qui pouvait répondre à ce mal. Parmi ces 14 saints auxiliaires, la plus connue est Sainte Barbe, sainte patronne des mineurs mais aussi des pompiers, qu'on invoque contre la foudre mais également les incendies. On va maintenant découvrir l'endroit le plus sacré de cette église, en l'occurrence le chœur, qui déjà est très très lumineux et très très haut. Chez les moines bénédictins de Tollet, le chœur, c'est là où se trouvait Dieu, il fallait qu'il soit majestueux.
Et on va regarder déjà en l'air pour découvrir ces magnifiques fresques du XVe et XVIe siècle, des fresques qui ont été découvertes déjà à l'époque en 1896, mais qui ont été badigeonnées et n'ont été remis à découvert que récemment en 1975. Ces magnifiques fresques, il n'en reste plus beaucoup dans les églises, étaient pourtant autrefois très communes dans les églises. On s'imagine les églises comme des lieux sombres, des pierres grises, mais autrefois, elles étaient richement mises en peinture. Et ces fresques représentent, par exemple celle du chœur, des éléments de la nature, avec des anges, donc qui préfigurent le paradis. Au niveau de la nef, les fresques qui représentent les 4 évangélistes. Quand on est dans le chœur, on ne sait plus où donner des yeux, tellement il y a de belles choses à voir. Déjà, ce magnifique orgue qui date de la fin du 19e siècle, avec un buffet en bois de sapin. Sa particularité, c'est qu'il est dit en nid d'hirondelle, c'est-à-dire apposé contre le mur. C'est aussi une particularité qu'on peut trouver au niveau de l'orgue de Metz. Cet orgue également présente une peinture faite par un célèbre artiste alsacien, Michel Feuerer, et qui représente le roi David jouant de la harpe. L'église de Zétain contient une pièce exceptionnelle qui est une mise au tombeau. Alors une mise au tombeau, c'est une représentation symbolique de la passion du Christ, notamment quand il est dans le sépulcre. Alors ici, on a différents éléments. On a déjà le Christ qui est couché. Alors au niveau du style artistique, on est vers la fin du gothique, début de la Renaissance, tandis que les personnages derrière, les 2 anges, sont plutôt du XVe siècle, et les 3 femmes qui tiennent des pots d'aromates, qui représentent dans la Bible les 3 Maries, elles sont de 1380. Tous ces personnages sont contenus dans un magnifique bâti en gothique flamboyant qui, lui, date de la période de 1434. Alors on peut se poser la question suivante, mais comment se fait-il qu'une structure renferme des éléments disparates provenant de différentes époques artistiques? En fait, tout simplement, ce que les moines bénédictins de Tollet ont fait à l'époque, ils ont récupéré des morceaux vraisemblablement dans divers édifices religieux et ils ont assemblé tout ça à Zétain pour en faire un ensemble plus ou moins cohérent. En tout cas, une mise au tombeau, c'est devenu très rare dans nos églises. Dans le diocèse de Metz, il n'y a que 6 édifices qui abritent encore une mise au tombeau. Une autre particularité de l'église de Zétain est aussi de posséder une armoire eucharistique. Alors une armoire eucharistique servait au Moyen-Âge à déposer les hosties consacrées. Ça a été remplacé aujourd'hui par le tabernacle qu'on trouve dans le maître-autel. Mais cette armoire eucharistique a un bâti, donc la structure qui l'abrite, en gothique tardif allemand, gothique flamboyant, qui date de la période de construction du chœur, c'est-à-dire 1434, ce qui en fait une des plus vieilles armoires eucharistiques de Lorraine. Et cette armoire donne également sur l'extérieur, ce qui permettait autrefois aux fidèles, s'ils étaient à l'extérieur de l'église, de pouvoir s'incliner devant les hosties consacrées du Christ. Le maître-autel de l'église, qui est l'endroit le plus sacré et qui se trouve dans le chœur, semble a priori anachronique par rapport à l'environnement gothique qui nous entoure. Et effectivement, ce maître-autel, qui date de 1775, est de style baroque Louis XV. C'est le style rococo, on le voit à l'exubérance des formes, également aux dorures. Alors il a quand même aussi quelques particularités, c'est qu'on a 2 statues de part et d'autre du maître-autel. À gauche, une statue de Saint Marcel, qui est le saint patron de l'église de Zétain, et à droite, une statue de Saint Maurice, qui est le saint patron de l'abbaye de Tollet. Et d'ailleurs, Saint Marcel nous observe tout en haut du chœur, sur la clé de voûte.
Le chef-d'œuvre incontestable de cette église, ce sont ces fameux vitraux du XVe siècle. C'est un miracle que ces vitraux soient encore parvenus jusqu'à nous, surtout quand on connaît l'histoire tumultueuse de notre région, et d'autant plus miraculeux qu'on est quand même dans une petite église en milieu rural et qu'on a des vitraux qui n'ont nul équivalent en Lorraine, si ce n'est à la cathédrale de Metz. Ces vitraux du XVe siècle représentent des scènes de l'Ancien Testament, mais aussi des scènes de la vie du Christ, des scènes du jugement dernier, et au milieu du chœur, des scènes comme la crucifixion, le couronnement du pape Marcel et diverses autres scènes. Ce sont vraiment des vitraux qui font la réputation de cette église bien au-delà de ses frontières, qui ont suscité de nombreuses études par des chercheurs en histoire de l'art et qui d'ailleurs aujourd'hui intéressent toujours des personnes qui font des recherches sur l'art du vitrail au XVe siècle. Par exemple, les vitraux de l'Ancien Testament sont une très belle synthèse de l'art dit du naturalisme flamboyant qui avait lieu en Souabe et dans les pays allemands au XVe siècle. Et on va regarder une petite particularité au niveau de ces vitraux qui représentent des scènes de l'Ancien Testament. C'est un épisode, on voit Moïse qui détruit le veau d'or. Si on regarde bien, Moïse a des cornes. On serait tenté de dire que c'est le diable, mais si on regarde un petit peu l'histoire de l'art, au Moyen-Âge, Moïse était fréquemment représenté avec des cornes. Par exemple, Michel-Ange l'a représenté avec des cornes dans la célèbre chapelle de Saint-Pierre aux Liens. En fait, ces cornes représentent des rayons de lumière. Dans l'épisode biblique, Moïse, descendant du Sinaï, avait le visage complètement illuminé. Et suite à une traduction hébraïque pour faire la Bible en latin, ce qu'on appelle la Vulgate, le mot « lumière » était très proche du mot « corne ». Et donc les artistes ont représenté ça, Moïse avec des cornes. Mais il y a quand même la symbolique des rayons de lumière. La présence de ces vitraux du XVe siècle, encore aujourd'hui dans la paroisse, relève vraiment du miracle, surtout quand on sait l'histoire tumultueuse de l'Église qui est liée à l'histoire du village. Les moines de Tholey assurent la spiritualité de la paroisse dès 1221 et ils vont se mettre sous la protection de seigneurs. Parmi ces seigneurs, vous trouverez les comtes de Nassau-Saarbrück. Donc Zétain était une enclave germanique en terre lorraine et jusqu'en 1795. En 1573, le dernier comte catholique de Nassau-Saarbrück décède et le pouvoir va arriver à une branche latérale des Nassau-Saarbrück qui sont les Nassau-Weilbourg, mais qui sont des protestants. Donc là, ça va devenir très tumultueux pour les moines de Tholey qui vont être dépossédés de leurs charges et l'Église va être laissée à l'abandon. La guerre de 30 ans fait d'énormes dégâts. En 1627, l'Église est pillée. Ensuite va arriver la Révolution française. Alors le fait que Zétain soit à cette époque territoire d'empire allemand a protégé l'Église de la fureur des révolutionnaires en 1790. C'est qu'en 1795 que Zétain va devenir français et va appartenir au département de la Sarre. Survient la Deuxième Guerre mondiale, les habitants vont carrément emmener les vitraux dans des caisses jusqu'en Charente. Les Allemands vont mettre la main sur ces vitraux. Ces caisses vont être stockées au niveau du tribunal de Sarreguemines et à la fin de la guerre, on perd leurs traces. Jusqu'en 1948, où aux alentours de Pâques survient un miracle, on retrouve ces caisses avec les vitraux et on les retrouve dans la crypte de la cathédrale de Metz. Ces vitraux vont être remontés, restaurés et on a la chance aujourd'hui de pouvoir les admirer. Et même au XIXe siècle, leur histoire était tumultueuse parce qu'il y a carrément un curé dans les années 1810-1820 qui les a fait démonter, découper en petits morceaux et qui les a distribués comme bon point aux élèves. C'est un de ses successeurs plus tard, l'abbé Christophe Vérité,
qui va mettre des décennies à les rassembler, puis de nouveau à les remonter. L'église de Zétain est donc un monument unique et exceptionnel dans tout l'est de la France. De par ses trésors architecturaux, on a vraiment une synthèse remarquable de tout l'art occidental du XVe siècle. On y a une période charnière entre la fin du gothique allemand, dit flamboyant, et la Renaissance rhénane. Cette église est vraiment un joyau avec des trésors magnifiques comme la mise au tombeau, le maître-autel, l'orgue, l'armoire eucharistique, mais aussi et surtout ces magnifiques vitraux du XVe siècle et aussi beaucoup d'autres trésors à découvrir.